Donc, alors, je suis Arnaud Demorny, je suis le mandataire de Maintenant la Gauche dans le 11e, et c'est nous qui vous accueillons en quelque sorte dans l'arrondissement. Donc, nous avons considéré que, au-delà de l'actualité dramatique, nous ne devions pas pour autant démissionner de la lutte sociale. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser cette réunion sur la loi Macron, et pourquoi, en tant que courant du Parti Socialiste, nous nous opposons à ce projet de loi. Donc le texte sera présenté par Marie-Noëlle Lienemann, qui est une de nos dirigeantes nationales, sénatrice de Paris, et nous serons rejoints un peu plus tard par Gérard Filoche, qui est aussi un de nos dirigeants nationaux et qui est rédacteur en chef de la revue Démocratie et Socialisme. À la gauche de Marie-Noëlle, il y a Laurent Mirmont, qui est notre mandataire parisien et qui est adjoint au maire chargé de la sécurité dans le 13e arrondissement. Chers amis, chers camarades, en effet, nous avions programmé cette réunion avant les attentats terroristes qui ont marqué notre pays et en même temps avant cette fantastique mobilisation de notre peuple qui s'est quand même levé pour dire son attachement aux valeurs de la République, son attachement au projet républicain de le faire vivre pleinement en France. Alors on s'est posé la question de savoir s'il fallait qu'on annule cette réunion, et il est clair que ces événements, parce qu'ils révèlent, et en même temps par la réaction politique de fait de nos concitoyens, ouvrent une nouvelle période politique, un nouveau moment qu'il faut analyser comme étant posant des problèmes plus vastes que simplement les problèmes économiques et sociaux. C'est, comme je le disais, toute la question du contrat républicain dans notre pays. Ce que je crois important de dire à cette étape, au-delà de ce qu'on dit tous sur le fait qu'il faut défendre la laïcité, qu'il ne faut pas stigmatiser les communautés, qu'il faut combattre radicalement l'antisémitisme, j'attire moi toujours l'attention de ceux qui nous expliquent que c'est la question des quartiers qui justifierait, ou entre guillemets justifierait, qui serait le terreau terrorisme, pour rappeler que l'essentiel des chefs terroristes ne viennent pas de ces quartiers, qu'en revanche, le doute sur le projet républicain est particulièrement vivace dans la jeunesse de nos quartiers, et que cette question de la République pour tous, partout, concrète, pour que ces valeurs soient partagées de manière tout à fait forte par l'ensemble de notre société, est une des grandes questions, et que les quartiers, de ce point de vue, sont des zones où les difficultés sociales d'intégration manifestent ce plus grand doute sur une république pour tous, et une république concrète qui, au-delà des mots, fait vivre ses valeurs. Justement, parce que cette question républicaine va être la grande question, de fait, que couvre la période, nous, comme nous sommes de gauche, comme nous sommes républicains, nous croyons qu'il n'y aura pas de république et contrat républicain en France si la république n'est pas sociale. C'est d'ailleurs tout un des grands enjeux de nos débats politiques. Vous savez, parfois on nous prenait de vieux archaïques quand on disait « nous ne sommes pas des sociodémocrates, nous ne sommes pas des sociolibéraux », ça paraissait évident, mais social-démocrates. Et quand on nous disait bah, « nous on est socialistes parce qu'on est socio-républicains », si on devait choisir un mot. Et souvent, on expliquait que nous considérions que cette question républicaine était centrale dans un pays comme la France. Et que la déclinaison du socialisme français était particulier, singulier au regard de cette exigence et de cette tradition républicaine. Et qu'elle se décline, la République, pas simplement comme une République qui fait vivre l'ordre et ses valeurs, c'est fondamental. Si le droit à la sécurité n'est pas garanti pour tous, comment voulez-vous que le citoyen se sente libre, acteur du devenir commun? Mais en même temps, la République en France, c'est incarné par l'idée qu'il y a un intérêt général qui prévaut, ou en tout cas qui s'équilibre avec les droits individuels de la personne, que cet intérêt général a besoin d'un outil pour le faire vivre, le concrétiser à travers des services publics, à travers toute une série de politiques pour donner sens à cet intérêt général.
c'est en particulier l'État, et que la montée du libéralisme qui a décrédibilisé et l'État et l'intervention publique fragilisait de fait le modèle républicain. De la même manière, la République, et singulièrement la République laïque, considère qu'aucune loi, fût-elle divine, est supérieure à la loi des citoyens qui ont délibéré ensemble de leur destinée, de leurs conditions de vivre ensemble et de faire société. Mais on s'est beaucoup attaqué à la loi divine dans notre histoire. Il ne faudrait pas que la loi du marché devienne une sorte de surplomb qui, comme une sorte d'abstraction supérieure, serait dominante par rapport à l'arbitrage politique, à la souveraineté politique, économique et sociale des peuples. Et ces débats-là, ils font débat par rapport même à ceux qui nous plaident, non pas qu'on est contre l'économie de marché, mais qui nous expliquent que l'économie de marché, il y a les lois du marché, il faut bien être les lois de la mondialisation. La question de la souveraineté populaire dans nos sociétés, c'est aussi un débat sur la République. Et le sentiment d'impuissance à peser sur son destin personnel et sur le destin collectif est une des fragilités du projet républicain aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons toujours considéré qu'il était très important de nous redoter d'outils de souveraineté économique, de renégocier une Union européenne qui ne peut pas être un transfert de souveraineté si on n'est pas d'accord sur les valeurs communes, sur les outils qu'on se donne pour faire vivre l'intérêt du peuple au-delà des règles du marché, de l'économie et de je ne sais quoi. Et enfin, un des débats que nous portons sans cesse, sans lâcher, et la question va revenir directement sur la loi Macron, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'adhésion à la République quand il y a une explosion des inégalités. La République, c'est la liberté et l'égalité et la fraternité. Les trois sont indispensables. Et la question de l'égalité est quand même mise à mal de manière tellement récurrente depuis quelques années que nous avons évidemment une fragilité renforcée, et c'est ce que je disais sur la République concrète, aller expliquer à des jeunes qui n'ont vu autour d'eux que se détériorer le lien social, que se détériorer les conditions de leur vie, ou les inégalités, et qu'en plus on leur dit qu'on n'y peut rien parce que c'est la mondialisation, qu'il y a un doute sur le projet républicain peut se comprendre. Pour autant, ça n'excuse en rien les dérives, dont je l'ai dit d'ailleurs, ce n'est pas toujours ceux qui sont percutés à cela. Je donne souvent cet exemple. Le chef du gang de Roubaix était un diplômé élève de deuxième année de médecine. Il avait passé l'examen de première, déjà c'était un bon élève, deuxième année de médecine, originaire d'une famille catholique de la Normandie profonde. Et après, on a vu ce monsieur en Bosnie décapiter des gens, jouer au football avec des têtes et demander à ce que les voisins de cellule embrassent la tête décapitée de leur copain que les autres avaient tué. Un ancien étudiant en médecine, issu du milieu catholique de la France dite profonde, a été capable de faire ça. Donc ce n'était pas les quartiers. Je dis ça parce que je ne veux pas ni dédouaner les grosses difficultés qu'on vit dans nos quartiers, et parfois des quartiers mis sous la coupe d'une pression intégriste, et la question plus fondamentale du radicalisme. Mais ce qui nous préoccupe, c'est la crise identitaire et du projet républicain qui peut Donc nous avons la responsabilité, on est au pouvoir, bien sûr d'améliorer la sécurité, bien sûr de prendre toutes les dispositions qui sont nécessaires pour que nous puissions combattre ces dérives djihadistes et l'action des terroristes. Mais notre République ne trouvera son souffle, sa force, sa capacité à unir le pays et à être un antidote contre ces dérives djihadistes et terroristes que si elle est sociale. C'est le vieux combat historique de la gauche française qui est toujours d'actualité. Et donc ça nous ramène directo à nos débats d'aujourd'hui. C'est que nous avons un certain nombre de critiques que nous faisons à notre gouvernement, dont je dois dire que pour ma part, je considère que le président de la République, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre ont été nickel chrome dans cette période extrêmement difficile pour le pays. Et notre parti a été à la hauteur, a su trouver et son unité et le bon ton en tendance lourde dans cette affaire.
Donc soyons pas toujours en train d'être ça va pas et autres. Il y a aussi des moments où le sursaut est là, où les gens sont. Pour autant, nos désaccords sur le fond des politiques économiques et sociales prennent un éclairage nouveau au regard de ce que je viens de dire sur la crise républicaine. Et la loi Macron, de ce point de vue, moi j'ai fait, Gérard vous parlera, je crois, encore beaucoup plus de toute la partie droit social qui connaît à merveille dans le détail et vous donnera tous les arguments du monde. Moi je vais peut-être, avant qu'il n'arrive, mettre en exergue des choses que je considère comme étant tout aussi graves, même si ça a peut-être moins d'impact dans la vie quotidienne des Français, et c'est quand même le quotidien qui compte d'abord. Je pense que cette loi, vous savez, Jospin avait cette formule que je trouvais déjà bien peu ambitieuse, mais néanmoins, nous acceptons l'économie de marché. Moi, j'ai toujours dit que l'économie que nous défendons est une économie mixte, où il y a le marché, l'intervention publique et l'intervention, ce qu'on appelle le tiers secteur, l'économie sociale, solidaire, mutualité, coopérative. Néanmoins, Jospin faisait le distinguo entre une société de marché et une économie de marché. C'est-à-dire, il disait, le marché, la concurrence, dans le jeu global de l'économie, c'est un fait dominant, il faut le réguler, etc. Mais il disait, la limite, c'est quand le marché installe une société de marché, c'est-à-dire quand tout devient marchand, quand tout devient concurrence, quand tout devient prétexte à l'accumulation du profit de certains au détriment de l'intérêt général pour tous. Or, dans la loi Macron, au-delà de la question sociale, j'entends la voix de Gérard qui va vous parler, je voudrais mettre en exergue plusieurs points qui sont moins souvent cités et qui, de mon point de vue, constituent, bienvenue Gérard, on t'a annoncé ton retard, voilà. Et donc, par rapport à cela, je voudrais insister sur un premier point. La loi Macron consacre 2 privatisations formelles des aéroports après l'annonce qui a été faite de l'aéroport de Toulouse. Ces 2 aéroports sont Nice et Marseille. Et ça s'inscrit dans une politique qui a été annoncée par Macron et par Valls de vendre 5 milliards d'actifs publics. Et pour vendre ces actifs publics, il y en a qu'on peut vendre sans loi et il y en a qu'on est obligé de faire des lois pour les vendre. Donc il n'y a pas que la privatisation des aéroports de Nice et de Marseille qui est prévue, il y a 5 milliards d'actifs publics qui vont être vendus. Et là, la loi, comme ils l'ont fait pour Toulouse, ils l'ont fait sans loi à changer. Par contre, là, il faut changer la loi à Marseille. Or, ces privatisations, c'est extrêmement grave politiquement, et vous le savez, pour plusieurs raisons. D'abord, on retrouve là la philosophie générale de ce qui semble être le fondement de la loi Macron. C'est qu'à partir du moment où on n'arrive pas à atteindre les pseudo-critères de convergence, de pacte de stabilité européen, là, les déficits, alors je vous passe des zéros, là, on a voté la règle d'or, là, bon, etc. Comme évidemment la France n'y arrive pas, et que de toute façon, plus on fera ces politiques d'austérité, si je puis dire, moins on y arrivera. Et comme on n'arrive pas à obtenir ces objectifs, eh ben, la Commission européenne, qui au fond a d'abord comme objectif de banaliser tous les projets politiques en Europe autour d'une vision libérale, dominante de l'économie et de la société, dit, vous ne voulez pas le déficit, les gars, on est compréhensifs, donc vous allez faire des réformes structurelles. Et vous d'ailleurs, vous pouvez prendre, depuis tous les 6 mois, quand arrivent les agences de notation ou les sanctions potentielles de l'Europe, et hop, on refourgue une réforme structurelle que la Troïka a exigée en Grèce ou que l'Union européenne exige ici ou là. Alors on a commencé l'ANI, on a le CICE, on a le pacte de responsabilité, on a la loi sur les... il y a trop de collectivités publiques, enfin bref, on les a toutes les unes après les autres. Vous prenez le rapport Attali, c'était déjà ce que souhaitait la Commission européenne qui était déjà déroulé et on déroule. La mise en concurrence des taxis, qui est le sujet number 1 pour l'avenir de la France, etc. Donc vous avez cela. Donc cette loi Macron, elle est faite uniquement pour ça. Et donc faire des révérences à l'Europe libérale pour essayer de se faire pardonner le fait qu'on n'atteigne pas les déficits. Bon, je vous passe les détails que nous, on a toujours dit que ce n'était pas la stratégie qu'on devait faire.
Nous avons toujours dit que notre stratégie, c'était de dire aux Européens, non seulement on ne va pas les atteindre, mais on ne veut pas les atteindre par la méthode que vous dites. Parce que si on met des politiques d'austérité, on réduit la dépense publique, au contraire, on affaiblit notre croissance, on y est avec la déflation, et on ne fait que créer des gouffres supplémentaires qui ne font qu'accroître les difficultés au lieu de les résoudre. Et que par ailleurs, nous ne sommes pas d'accord sur ces politiques d'austérité. On a une autre feuille de route pour sortir de la crise que la crise financière a imposée, a accrue dans nos États en particulier. Et au lieu de faire le culpabiliser qui vient s'excuser qu'on n'a pas et qui cherche à obtenir des dérogations, nous avons toujours dit, d'ailleurs c'est ce qu'avaient compris les Français quand ils avaient compris la stratégie de réorientation de la politique européenne en refusant de valider le TSCG en demandant qu'il soit renégocié pour être modifié et complété. Bon, on est dans ce trend, là, dans cette tendance lourde, et à ce moment-là, la loi Macron vient là-dedans, au lieu de continuer, alors même qu'on voit qu'en Grèce, c'est la cata, on voit qu'en Espagne, ça ne marche pas, qu'au Portugal, ça pédale aussi très mal, que fort heureusement pour nous, les peuples commencent à se lever. On a de la chance en Espagne, pour l'heure, c'est plutôt Syriza par rapport à la période aube dorée qui était longtemps. Grèce, pardon. En Espagne, il y a Podemos qui émerge. On voit des mouvements sociaux plutôt de gauche qui émergent dans l'Europe du Sud, mais on voit ailleurs aussi des mouvements d'extrême droite qui captent les mécontentements et les alternatives, et en particulier chez nous, où il faut bien dire que le Front National ne peut pas être sous-estimé. Cette loi, elle s'inscrit dans cette logique-là. Alors, dans les règles de pseudo-conneries de la Commission européenne, il faut privatiser pour combler les déficits. Et alors, on avait commencé, alors on s'est beaucoup moqué des Grecs qui ont vendu le port du Pirée aux Chinois. Je m'excuse, vendre l'aéroport de Toulouse, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau à cette affaire. Et surtout, on a l'expérience en France des autoroutes. On a vendu les autoroutes et on se découvre qu'on a toutes les charges d'infrastructure qui font des profits gigantesques et que par ailleurs, de ce côté-là, l'étude qui a été faite par notre camarade Chanteguet, qui n'est pas un gauchiste, qui est un camarade classique de la Révolution 1 de notre parti, montre que si on renationalisait, on gagnerait de l'argent. Car en plus, comme on emprunte à taux zéro ou quasiment très faible, et qu'on a un bénéfice d'environ 14% de dividendes, inutile de vous dire qu'avec cet argent, on peut entretenir bien le parc et investir dans d'autres transports et moderniser et accroître le système là où il y en a besoin. Donc, et l'aéroport de Toulouse a été le premier signe. On vend pour 300 millions d'euros, 300 millions d'euros, 320 ou quelque chose comme ça, aux Chinois, les concessions de l'aéroport de Toulouse. En tout cas, une partie. Alors, ils nous disent qu'ils ne sont pas majoritaires. En réalité, il y a des clauses souterraines qui font que, de fait, ils le sont. Et qui, par ailleurs, de toute façon, 300 millions d'euros, c'est quoi? C'est une année de CICE pour Auchan, Carrefour et Leader Price. Une seule année. Et par ailleurs, comme les Chinois, ils vont vouloir avoir des dividendes, on a le même phénomène que les autoroutes. Après, on dit, ah oui, mais c'est super bien parce que les Chinois vont venir en tourisme en France. C'est vrai, bienvenue aux Chinois en touriste en France. Il n'y a pas de raison qu'ils ne viennent pas voir notre beau pays. Simplement, on peut faire du partenariat avec la ville de Shanghai ou son aéroport ou ses lignes de transport sans vendre nos aéroports ou nos concessions, parce que les Chinois, eux, mais il n'y a pas un aéroport avec des concessions privées, c'est 100% public. Donc ils peuvent très bien comprendre que chez nous, on fait un accord d'activité, de partenariat pour qu'ils puissent venir chez nous, pour que ce soit bien organisé, qu'on puisse se développer en commun, mais il n'y a pas besoin de vendre notre patrimoine. Et là, on va vendre Nice et Marseille. Croyez-moi, on ne va pas vendre l'aéroport d'Aurillac, on ne va pas vendre l'aéroport de Rodez, c'est-à-dire qu'on ne va vendre que ce qui est rentable pour qu'ils s'empochent. C'est le coup classique qu'on connaît bien à gauche, ou qu'on connaissait bien à gauche, qui était privatisation des bénéfices et mutualisation des pertes. Voilà, typique. Voilà ce qui est en train de se faire. Et ça, c'est dans le monde. Ça faisait longtemps, parce que quand même, c'est un des débats qu'on avait eu sur l'échec de Jospin. Dans l'échec de Jospin, il y avait eu l'immense cycle de privatisation
qui d'ailleurs avait conclu à ce que l'immense majorité des salariés du secteur public qui historiquement votaient socialiste n'avaient plus du tout voté pour Lionel Jospin. On avait des études qui ont été faites, si 80 à 90% des salariés d'EDF avaient voté en 97 pour un des partis de gauche, il n'était plus que 12% à voter Jospin, et massivement PS, 12% à voter Jospin en 2002. Voilà. Donc ça, c'est quand même structurel à la gauche. Et autant on pouvait critiquer Mitterrand parce qu'il n'avait pas renationalisé quand on est revenu au pouvoir, autant sous Mitterrand, c'était le ni privatisation, ni nationalisation, mais on ne privatisait plus. Et là, on réouvre la grande vanne des libéralisations. Et comme je vous l'ai dit, ce qui est dans la loi Macron n'est qu'une des petites choses de ce mouvement qui s'est mis en place. Deuxième sujet, qui n'est moins dans le terrain social, c'est tout le débat de la dérégulation. Alors, c'est à la fois les professions réglementées, à la fois l'avenir des bus, voilà. On va sauver la France en mettant des lignes de bus à la place du train, en ouvrant la concurrence chez les notaires, les huissiers et autres professions juridiques, et puis en vendant les bijoux de la couronne que sont les aéroports, voilà, et en tricotant le droit social. Ben, franchement, qui peut croire que c'est ça qui va donner de la croissance et autres. Néanmoins, nous pensons qu'il faut mieux réguler ces professions. D'ailleurs, les plus radicaux d'entre nous diront qu'après tout, on n'a qu'à les transformer en fonctionnaires, en services publics pur sucre. Mais déjà, qu'au moins on arrête les conneries et qu'on les réglemente davantage, mais pas qu'on les déréglemente. Réglementer davantage, d'ailleurs tout n'est pas non plus nul ici dans ces lois, il y a en particulier les tarifs. C'est important que les tarifs des notaires soient bien calibrés. La deuxième chose qui est importante, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de raison que dans certaines zones, il n'y ait aucun nouveau notaire qui s'installe et que les mecs, ils vivent avec toujours les mêmes les études notariées. Mais la question, elle est simple, il n'y a qu'à ouvrir des droits à études notariées sans faire payer des charges de base. C'est quand même pas compliqué à faire et constituer une stratégie de développement. Mais pourquoi c'est dangereux de les déréguler ? C'est que si vous les dérégulez, d'abord il y en aura beaucoup là où il n'y en a pas forcément le plus besoin, mais où c'est le plus juteux, et on en trouvera plus progressivement dans les secteurs où c'est pas hyper juteux. Mais surtout, et là on le voit à travers les cabinets d'avocats, c'est encore plus net, vous avez tous les cabinets anglo-saxons qui vont venir évidemment pas au fin fond de la Seine-et-Marne pour les négociations immobilières au fin fond de la Seine-et-Marne, mais dans Paris et dans les petites couronnes, les centres de métropole, où les transactions immobilières sont hyper juteuses et où ils vont se faire avec des trucs, et par ailleurs du droit qui sera simili droit national, simili droit anglo-saxon, parce que leur lieu d'implantation, et en particulier tous ces gens-là sont très doués pour faire de l'évasion fiscale. Et donc, on sait très bien qu'ils vont jouer sur des cabinets notariés, dont certains sont en Grande-Bretagne et autres en France, pour que par le jeu des écritures, ils ne laissent en France que ce qui doit y rester et fassent de l'évasion fiscale à l'extérieur. Et on arrive à avoir un droit qui va être de moins en moins un droit national, parce qu'on aura déstructuré les contrats aujourd'hui, notamment dans le secteur de l'immobilier. Donc nous avons une menace très forte de dérégulation. Je vous donne un exemple. Vous êtes en Espagne, vous achetez une maison en Espagne. Vous n'avez pas en Espagne, comme en France, la certitude, quand vous avez votre machin pour acheter, que toutes les règles d'urbanisme vous sont connues, vous sont signifiées, sont prises en compte dans l'acte de vente et dans la manière de la transaction. Nous, en France, c'est une obligation. Et il y a très peu de cas où, quand vous avez acheté, on a oublié de vous dire qu'il y avait un droit de passage, un machin d'aqueduc qui passait en dessous, etc. Et si ça vous arrive, c'est le notaire qui doit vous dédommager et trouver la solution. En Espagne, ce n'est pas le cas. Si vous découvrez a posteriori un truc, il faut aller au tribunal. Évidemment, selon que vous serez puissant ou misérable, et riche ou pas riche, vous allez plus ou moins durablement au tribunal. Premier problème. Deuxième problème, il y a le mec qui il vous paye la fin de la maison qui vous achète, il vous la paye avec un chèque. Il est sans provision. Vous êtes le bec dans l'eau, rebelote, rechercher, demander des sous, aller au tribunal. En France, ça ne vous arrive pas.
vous avez en France le notaire qui vous donne un chèque. Si lui, il a un chèque en bois, c'est lui qui s'en démerde, il prend les marches, il se débrouille, mais vous n'êtes pas pénalisé. Vous avez une garantie dans la transaction. Et j'ajoute à cela qu'il collecte l'impôt pour la nation. Et que cet impôt collecté par la nation, la tendance lourde des notaires, on a très peu de cas d'évasion fiscale à l'étranger par les notaires. Parce qu'ils ont peur de se faire gauler, parce que machin, qui vous arrange le coup pour que vos charges fiscales ne soient pas maximales? Oui, mais enfin ça, c'est quand même un sport national, d'éviter de payer le maximum d'impôts. Mais pas l'évasion fiscale. Et vous verrez que si jamais par malheur ça passait, on va se retrouver avec des cas typiques de dissociation de la vente pour pouvoir mettre sur une partie de la vente des choses qui vont être en évasion fiscale. Bon. Donc tout ça est une absurdité monstre, car en plus, vous voyez que l'impact pour le dynamisme français de 50 000 notaires qu'on créerait, on peut les créer autrement. Je prends cet exemple, pas pour m'acharner sur le truc, mais pour dire que dans le droit, on va avoir le même mécanisme sur les avocats, puisque vous pouvez avoir des cabinets d'avocats qui sont propriétaires de fonds de pension ou de fonds financiers, dont le but ne sera pas de développer l'action, mais de s'enlever sur le droit. C'est-à-dire le champ du droit, qui est quand même un champ politique, social, qui n'est pas, c'est évidemment pas hors la sphère économique, mais toute l'application du droit va devenir plein pot dans l'économie de marché et dans la société et dans les valeurs du marché. Parce que ce qui comptera, c'est la valeur marchande de rentabilité, votre cash, avec vos opérations d'avocat. Donc vous rentrez vraiment dans la société de marché. Quand le droit lui-même est sous la pression du marché, vous rentrez dans l'économie de marché. Quand vous écoutez ce que vous dit, vous trouvez ça sur mon blog, Pierre Cardot, qui est, je ne sais pas, gauchiste, qui est le président de la commission de régulation des transports, je ne sais pas comment il s'appelle, qui dit, attention, en même temps qu'on fait ça, on supprime complètement les financements pour les trains qui ne sont pas les TGV, ni les intercités, enfin ça a un nom, les TE, je ne sais pas quoi. Non, les TER c'est payé par les régions, donc ça reste quand même assez maîtrisé par l'action publique. Mais il y a justement tous ces trains qui ne sont ni les trains TGV grande ligne, ni les trains TER, qui sont tous ces trains intermédiaires de lignes entre villes moyennes, qui n'ont plus un radis, plus un financement, et les crédits budgétaires sont en déclin, parce qu'on va dire, c'est pas grave, sur cette ligne-là, on prendra le bus. Voilà. Bonjour, et tout ça dans un discours où on vous dit que la SNCF, on ne peut plus payer, et pour cause, on n'a pas le droit d'avoir d'aide publique à cause de ces conneries de loi européenne, où la libre concurrence fait qu'on n'a pas le droit de financer des aides publiques, sauf l'infrastructure. Donc évidemment la SNCF est par ailleurs en difficulté. Évidemment il y a eu aussi, il faut bien le dire, parfois des mauvaises idées de gestion pas forcément judicieuses, mais enfin, en tout cas, voilà, la remise en cause du service public vers le recul social, en disant vous êtes pauvres les gars, au lieu de faire des tarifs adaptés pour que les plus pauvres puissent prendre le train, eh ben, on met en place, je ne vous passe pas l'augmentation des tarifs, et on met en place des bus, parce qu'il faut quand même que vous puissiez vous développer, vous déplacer. Mais on a le sentiment d'un recul dans un pays comme le nôtre, dont la force principale est la qualité des infrastructures. Je vous rappelle que la première chose, quand on demande à un entrepreneur étranger pourquoi il vient en France, en number one, c'est les infrastructures et les services publics. En numéro 2, le niveau culturel et la formation des salariés. Donc, tout le reste, pipeau, machin, c'est que dalle. Et sauf quand l'attractivité consiste à racheter des boîtes françaises, parce que là, Toulouse, ça va être très bon pour l'attractivité. L'investissement capitalistique va avoir augmenté. Vous pensez, quel genre ça nous fait? Est-ce qu'on s'en fout que le capital soit... Enfin non, justement, on s'en fout pas, mais c'est en plus, c'est des Chinois. Quand on dit que la France était attractive, c'est beaucoup parce qu'on a vendu notre capital public, et peu parce qu'on a eu de l'investissement étranger qui vient, il y en a, mais c'est quand même que toute petite part. Donc cette loi n'est pas une loi économiquement performante, n'est pas une loi de modernité, et n'est en rien une loi qui va nous permettre de créer des emplois et qui va nous permettre de développer la croissance et l'économie, l'attractivité de notre pays. Je vais laisser à Gérard tout le champ du social.
pour dire juste un mot de parisienne par rapport au travail du dimanche, qui n'est pas le seul truc dangereux. Il ne faut pas tomber dans le panneau et dire il n'y a que le problème du travail du dimanche. Là, je vais juste parler de la partie plus économique et moins de la partie sociale. On entend dire « Oh les gars, vous allez voir, nos touristes, ils ont un problème, ils ne peuvent pas venir faire leurs courses aux Galeries Lafayette et au Printemps ou dans nos beaux magasins de luxe parce que c'est fermé le dimanche. » Donc Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui est quand même plus douée que M. Macron pour savoir comment faire vivre le rayonnement de sa ville, hein, et a évidemment rencontré tous les tours opérateurs pour leur dire qu'est-ce que c'est que cette connerie, est-ce que vous avez un vrai problème d'accès aux magasins en France pour vos touristes, notamment les Chinois, les Japonais, etc. Tour opérateurs, ils vous disent non, en moyenne ils sont là 4 jours, quasi jamais en dessous de 3. Parce que fort heureusement, ils ne viennent pas au supermarché du luxe à Paris seulement. Quoi. Se déplacer à Paris pour juste avoir un supermarché du luxe, il y a bien d'autres endroits pour y aller. Ils viennent à Paris parce qu'il y a de la culture, parce qu'il y a une ambiance, parce que c'est une façon de... Le rayonnement de cette ville, c'est un tout Paris. Bon. Et donc, eux, ils disent, nous, on s'en fout, parce que de toute façon, le dimanche, c'est musée, le lundi, c'est grand magasin, ou le mardi, enfin bon. Ils n'ont pas de problème. Le lundi, le dimanche, c'est musée, c'est culture, c'est machin. Donc, de toute façon, ils le feraient. Donc, ils y vont le dimanche parce que c'est ouvert, les musées, les activités, le dimanche. Donc, vous n'avez absolument aucune demande massive des touristes. Le seul vrai sujet que Cannes a fait pointer quand il y a une interrogation, c'est l'accueil dans nos gares. C'est vrai que quand on compare l'accueil dans nos gares par rapport à d'autres pays, il suffit de réadapter un peu le découpage autour des gares pour 4-5 commerces maxi, dans des conditions bien particulières à rediscuter. Mais ça n'a pas besoin de la loi pour changer ça. Bon. Donc, nous sommes absolument, et Anne est totalement opposée à ce nouveau concept de travail, comment ils appellent ça, les zones touristiques internationales. Il n'y a pas besoin de ça. C'est une fausse truc, c'est une demande des grandes surfaces pour se faire du blé, pour ouvrir le... Deuxièmement, le mec de Bricorama, il a obtenu sa réouverture le dimanche. Mais lui, quand vous l'interrogez, il est entre quatre yeux, il vous dit, moi, si tout le monde est fermé le dimanche, il n'y a pas de problème. Ce qui était mon problème, c'est que j'étais le seul qui m'en prenait plein les baskets pendant que Casto, le roi Merlin ou machin étaient ouverts. Moi, les miens étaient fermés, donc mon chiffre d'affaires global est truc. Mais si j'ouvre le dimanche et que tout le monde ouvre le dimanche, il n'y a pas d'accroissement du chiffre d'affaires. Donc mes magasins ne sont pas, je ne recrute pas, je modifie les salariés que j'ai. C'est-à-dire, je prends des mecs le dimanche, etc. Mais ça ne me change pas mon nombre de salariés et mon chiffre d'affaires. Bon. Donc tout ça est une vaste fumisterie qui ne fait que déréguler un peu plus le travail pour abaisser le coût du travail, qui serait l'alpha et l'oméga du rebond d'un pays développé comme le nôtre. Et à ce petit jeu, eh ben, c'est sans fin. Indépendamment de ça, c'est que vous voyez très bien que, ne serait-ce que dans l'Union européenne, quand on a annoncé le pacte de responsabilité, les Espagnols ont baissé leur coût du travail en allégeant leurs taxes, et puis même maintenant, il faudra encore en remettre une bouchée pour pouvoir retrouver une folie furieuse de concevoir notre développement sur cette affaire. Donc, ne serait-ce que déjà sur ces 3 premiers points, ça justifierait qu'on refuse cette loi. Nous pensons qu'il faut voter contre cette loi et nous sommes en train de convaincre le maximum de nos députés de voter contre cette loi. J'ai parlé du climat tout à l'heure. Il est vrai que le climat actuel n'est pas un climat à rajouter du désaccord dans une société qui se charge, qui est en difficulté. Je vous expliquais à quel point la question sociale était intimement liée à la question républicaine dans ce pays et qu'on ne pouvait pas faire comme si ce n'était pas un enjeu majeur. Donc, dans la phase où nous sommes plutôt dans la phase de conviction, si je puis dire, parlementaire forte, et il va falloir faire un gros travail pédagogique, article par article, pour que les Français sachent ce qu'il y a dedans. Parce que je ne suis même pas encore rentrée dans tous les détails, tellement il y en a. Mais par exemple, ils remettent en cause par la loi Macron
tout ce qu'on avait acquis avec Cécile Duflot sur les ventes à la découpe. Vous vous rappelez de ça? Ils essaient de nous refaire passer, tout annuler ce qu'on avait acquis par la loi. Alors, ils ont essayé à un moment de nous foutre de la loi Boutin sur les surloyers. C'est-à-dire de dire on déclenche le surloyer dès qu'on dépasse le plafond de ressources. Alors qu'aujourd'hui, il y a un certain seuil au-dessus du plafond parce que vous pouvez dépasser pendant 2 ans ou 3 ans, puis revenir. Bon. Là, ils ont quand même se rendu compte que le front commençait à être vaste parce que entre les locataires HLM, les notaires, les médecins pas contents, plus les syndicats, ça faisait un peu large. Donc, il semble que cette affaire soit sous les boisseaux et on a limité de ce côté-là. Mais vous voyez que déjà, il paraît qu'il y a même un problème sur les handicapés. Oui. Tu l'as peut-être vu, tu nous en parleras, Gérard. Donc, quand on regarde, plus on est angoissé. Mais là, pour l'heure, au moins déjà les points, et évidemment, vous allez avoir Gérard qui va vous redétailler tous les points sur la question sociale, qui est évidemment la question la plus inquiétante au regard du droit. Mais vous voyez bien que c'est une philosophie politique, c'est un contenu politique, et quelque part, c'est une remise en cause du modèle républicain dans son versus souveraineté économique et son versus droits sociaux.